Bonjour tout le monde, je reçois pour une interview l'auteur de ce livre À la recherche de mon frère qui vient de sortir, que j'ai lu avant tout le monde, je l'ai reçu juste avant qu'il ne sorte. Un livre qui est à la fois une histoire personnelle, l'histoire de la relation avec ce frère qui dérive dans des croyances extrémistes, complotistes, qui s'intéresse à tout ce qui circule dans la complosphère, qui milite pour un parti politique volontiers complotiste. Et puis l'autre côté, c'est qu'est-ce qu'il fait, cet Elliot Wax, journaliste. Eh ben, il décide d'enquêter et d'infiltrer la rédaction d'un média complotiste et puis ce mouvement politique qui, selon lui, a de l'influence sur son frère. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Qu'est-ce qu'il en a tiré? Combien de temps est-il resté infiltré? C'est plusieurs mois en tout. C'était en 2021 et 2022, donc il a mis un petit peu de temps pour que ce livre finisse par sortir, parce que en plus, au-delà de son enquête, il y a ce frère qui est toujours là, et quand on écrit un livre avec ça en couverture, évidemment, ça a un impact sur la relation avec cette personne. Donc c'est pour ça que le livre est anonymé, et vous avez des personnages comme Norton Mabille, comme Yolin Racine, et puis Achille Arras, voilà, des noms qui masquent un peu les choses, mais ceux qui connaissent bien le dossier vont reconnaître un peu les personnages. Je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui aurait fait ça, qui se serait infiltré dans ces groupes. Et vous allez voir que ce qu'il en ressort, ce qu'il nous livre de ce passage, c'est pas des scoops, c'est pas des grandes affaires, c'est pas des papiers, c'est pas des malversations, des trucs. En fait, c'est un matériel beaucoup plus humain qui nous amène, parce que dans l'équation qui cause des conflits autour de toutes ces questions, il reste le facteur humain, le putain de facteur humain, qu'on n'oublie jamais, mais qui parfois prend un peu du champ, qu'on écarte pour se focaliser sur ce qui nous oppose et comment est-ce qu'on peut réagir pour contrer tout ce qui est désinformation, tout ce qui est manipulation, tout ce qui est fake news. Et je trouve que ce livre ramène un peu les choses, nous recentre un peu sur éventuellement la possibilité de comprendre la démarche des gens d'en face qui permettrait de mieux leur répondre. En tout cas, je trouve que c'est intéressant et que ça va dans le bon sens. Du coup, je reçois Elliot Wax, et puis j'espère que cette interview vous intéressera et que vous aurez envie de la partager. Auquel cas, n'hésitez pas, hein, c'est fait pour ça. Vous avez des petits boutons, abonnez-vous, partagez, et merci pour ceux qui soutiennent la chaîne. Voilà, je vous dis à bientôt. Bonjour Monsieur Wax, Elliot Wax. Bonjour. Alors c'est un pseudo, on va respecter le pseudo qui est là pour une bonne raison, c'est que c'est un livre qui s'appelle À la recherche de mon frère. Ce frère, il a une vie, euh, et par respect pour la relation que tu avais, que tu as, que tu auras avec cette personne, bon, tu as anonymisé toutes les personnes dedans, et y compris toi et tout ça. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Le point de départ, c'est ce frère. Il se passe quoi avec lui? Alors, mon frangin est tombé dans le complotisme. Alors lui, ça a été bien avant la crise du Covid. C'était en 2013. Ça a commencé, ce que je raconte, donc quand il a commencé, quand il a regardé La Révélation des pyramides, le documentaire que vous connaissez bien sur la chaîne La Tronchambier. Donc, je rappelle au cas où, hein, l'idée, c'est que les pyramides n'ont pas été construites par les Égyptiens, mais par une civilisation antérieure, voire extraterrestre. On laisse la porte ouverte. Hmm. Et voilà. Et donc, c'est un premier pied qu'il met dedans. Et après, c'est une pelote qui tire et les autres s'en suivent. Le mouvement perpétuel, le World Trade Center, bien entendu, JFK, etc., etc. Vous connaissez ça très bien. Comment tu sais que c'est ce point de départ-là? Parce que bon, LRDP, nous on connaît bien, on sait bien que c'est ramifié avec tout un tas de croyances, mais peut-être que c'était juste une étape en plus. Alors, parce que jusqu'à ce qu'il tombe sur LRDP, mon frangin, c'était plutôt l'inverse en fait. C'était plutôt du genre à se moquer des unes. Je me souviens une fois, il y avait une d'un journal conspi qui doit plus exister, où c'était le Zone 51, les présidents américains savent tout.
Mhm. J'avais 10 ans, moi, à l'époque, je me souviens, il avait raillé ce genre de truc. Donc, il n'était pas du tout là-dedans. Et moi, je me souviens quand il m'a montré la révélation des pyramides, enfin, plus exactement, c'était sur sa tablette, et un soir, je l'avais regardé. Et moi, j'avais 18 ans à l'époque, donc ça ne m'avait fait bon, ni chaud ni froid. Et c'est vraiment après ça que j'ai senti une D'accord. bascule progressive. Donc, en gros, il se radicalise, hein, on peut utiliser le mot, c'est pas Voilà. vraiment ce que tu dis, mais voilà, enfin, c'est... euh, Et alors, quand quelqu'un se radicalise proche de nous, évidemment, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Et là où le livre est vraiment intéressant, c'est que, bon, tu fais un portrait du personnage avec ses qualités, ses défauts, qui n'est pas forcément agréable à lire s'il lit le livre, mais malgré tout, et puis quand même que voilà, c'est quelqu'un qui tu tiens, tu es proche de lui, euh, euh, et toi tu fais des erreurs et tu reconnais que tu te comportes pas comme il faut. Alors c'est quoi les erreurs commises par Monsieur Wax dans ses premières années? Alors, toutes les erreurs à éviter si un jour vous vous retrouvez dans la même situation que moi. C'est-à-dire que la première chose, c'est d'avoir essayé de contre-argumenter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je fais partie de cette génération qui est arrivée à l'âge adulte en même temps que YouTube. Donc, la culture conspirationniste, je la connaissais assez bien. J'y adhérais pas, mais je voyais très bien de quoi il parlait, je l'avais vu passer. Et donc, je pensais qu'assez facilement, fort de cette connaissance, entre guillemets, j'arriverais à le désensorceler, à le ramener à la raison. Hein. C'est prétentieux de dire ça comme ça, mais Hmm. c'était vraiment le sentiment que j'avais là. Et, eh ben, c'est parfaitement inefficace. Et on a eu comme ça, on avait des discussions sans fin, des engueulades plutôt sans fin d'ailleurs, il faut dire. Et en plus, j'étais journaliste. Enfin, quand il a commencé à basculer, je suis rentré à l'école de journaliste, donc c'était accessoirement peut-être un savoir-faire que j'avais de chercher les bonnes sources, de savoir voilà, comment Oui, mais croiser c'est les déjà un informations. formatage de son point de vue peut-être, donc une Ah ben trahison. c'est ça, Hmm. complètement, complètement. Puis il était bon, les gens qui sont entrés dans mon cas le savent très bien. C'est les complotistes font du prosélytisme intense. Donc ils vous envoient toujours des vidéos, des liens, des articles. Euh, et quand vous leur dites ça m'intéresse pas, c'est bidon, et ben ça les agace. Ils vous fustigent ce manque de curiosité, d'ouverture Voilà. d'esprit. Et quand on se met à leur Et répondre, ça peut-être les agace aussi en fait. et quand on se met à leur répondre, ça les agresse aussi. Quand on se met à leur répondre sur leur terrain. Euh, L'erreur que moi j'ai faite, donc là, par exemple celle de contre-argumenter, le reste de ma famille n'a pas fait cette erreur. Elle a, elle haussé les épaules en disant oui, bon, ça nous intéresse pas, passons à autre chose. Mais dans un sens, argumenter, c'est bien aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus faire peur aux gens. Je crois que il y a un cap au bout duquel il faut plus le faire, mais au début, c'est normal, et c'est même ça, hein. Quand quelqu'un croit quelque chose et partage un truc, au départ, on argumente, et on a de bonnes raisons de penser que la personne en face va écouter, en tenir compte, et éventuellement changer d'avis. Mais c'est pas Il y ce qui a, s'est passé en l'occurrence. non, c'est pas ce qui s'est passé. Puis dans mon cas, il y avait argumenté, argumenté. Et là, c'était une bataille de coq. Après, on a toujours eu cette relation, parce que moi, c'était une figure paternelle, parce que bon, je le dis vraiment dans mon livre, mais mon père n'a pas vraiment existé. Donc, c'était mon grand frère avec qui j'ai 20 ans d'écart qui faisait office de père. Donc, il y avait un peu cette relation-là, de toute façon, même quand on parlait politique, etc. Et moi, j'étais assez vindicatif. Puis, je tournais au ridicule ses croyances. Je l'ai Oui, fait vraiment de manière agressive. Euh, c'est ça. ouais. Peut-être on peut parler des théories. Contre-argumenter, moi je reste vraiment sceptique. Enfin, c'est pas moi qui reste sceptique, c'est les gens que j'ai pu croiser, les experts en déradicalisation que je fais parler dans le livre, disent que c'est vraiment une règle d'or. Ça n'empêche pas de temps en temps, par contre, de poser des questions ouvertes. Ah oui, pourquoi tu crois ça? Et comment, par exemple, je sais pas, on vous dit, on n'a pas pu aller sur la Lune parce que ceinture de Van der Allen ou quelque chose comme je crois que c'est ça le nom. Vous dites, Ouais. bah alors, pourquoi? C'est quoi? Raconte-moi, dis-moi en plus, cette ceinture de Van der Allen, comment ça marche? C'est quoi? Peut-être plus des choses comme ça, mais ne pas le pousser dans ses retranchements ou, ouais. Ne pas dire non, c'est faux, je sais que c'est faux, voilà, parce que Voilà. voilà. Donc, quand on Ben, c'est identifie que pareil. la personne est dans une démarche, dans une dérive, qu'elle se radicalise, il faut plus être dans le. Faut plus confronter, mais il faut être dans le questionnement et dire, et dans la quête finalement. Si tu as raison, je veux le savoir, et dans la quête. Alors, ça, c'est de 2013. Euh, Tu as décidé en 2021 d'aller infiltrer
un journal, ou enfin en tout cas une rédaction bien connue par les gens qui la reconnaîtront s'ils veulent eux la reconnaître. Puis après, tu as voulu infiltrer aussi l'entourage d'un homme politique qui parle à ces gens-là. Mais dans l'interface, il y a eu le Covid. Est-ce que ça a joué un rôle, le Covid, le confinement, dans la trajectoire de ce frère? Oui, ça a été le paroxysme. Alors, ça avait déjà bien démarré, hein, parce il avait adhéré à des théories quand même assez, pour moi, extrêmes. Le ciel, le soleil n'était plus vraiment jaune, il était devenu blanc par rapport à l'époque où il était enfant. Il y avait une planète cachée dans le système solaire qui allait s'écraser sur la Terre. Enfin, il y avait quand même des trucs assez, voilà. Mais le paroxysme a été atteint pendant la crise du Covid-19, et ce qui a déclenché le désir de faire cette enquête, c'est donc on avait des joutes sans fin, sans fin. Et un jour, il m'a dit quelque chose de très blessant, en mode tu te dis journaliste, mais rédacteur, ça t'irait mieux, voilà. Et ça m'a vraiment blessé. Et là, je me suis dit, bon, bah, soit j'arrête de lui parler, soit j'essaye de le désensorceler, en quelque sorte. Mais les choses ne sont pas passées comme je l'avais prévu, évidemment. Donc Dans l'idée, la- c'est d'aller carrément dans les milieux où les gens diffusent ces informations-là pour lui ramener à lui la preuve que ces gens ne sont pas honnêtes. C'était ça le but? Alors, c'était même, je vais vous dire la vérité. Alors, bon, mon frère avait ses deux sources d'information principales, donc le parti politique que les gens reconnaîtront, que moi j'ai renommé le Parti des éveillés, et le journal conspirationniste que les gens reconnaîtront aussi, que j'ai nommé la vérité. Donc, c'était déjà d'aller au cœur de ces sources d'information, puis en plus, il faisait beaucoup parler d'elles. Et alors, c'était effectivement de lui montrer que ces gens étaient manipulateurs, cyniques, pas toujours avec un sens du réel assez ténu. Et je dois dire, même j'avais envie de tout casser en fait. J'avais envie d'exploser. C'est une démarche. Après, les choses ont évolué hein, au fur et à mesure. Hmm. Mais au départ, moi dans ma tête, je voulais exploser ces organisations de l'intérieur, Ouais, d'accord. révéler des choses délirantes et puis voilà, les faire fermer boutique. Moi, Montrer j'étais. les dossiers internes, voilà, pour que Ça. ils mettent la clé sous la porte. Et ce qui est Tu intéressant, vois, c'est voilà, c'est que ça s'est passé un peu différemment. Et ça, c'est c'est assez passé intéressant. différemment, mais parce que voilà, il faut comprendre ma colère. Pour moi, ils avaient volé le cerveau de mon frère, le seul dont j'étais très très proche toute mon enfance et adolescence, que j'admirais, et j'avais plus affaire à la même personne. J'avais une haine, bon, voilà. Oui, ça, on peut comprendre. Et et ce qui est bien, c'est que justement, la démarche va dépasser un peu ça. Et donc, je trouve ça très constructif. Alors, malgré tout, donc, parce que moi, je suis tuteur et tu me vous vois dans l'interview, donc je sais pas si ça me met à l'aise. Tu étais parti en Turquie, que tu es journaliste, tu reviens en France et tu dis là, c'est le bon moment, j'ai un créneau. C'est en 2021. C'est quand? C'est Ouais, enfin fin c'est ça. d'année? C'est fin 2021. Euh, L'avantage, c'est que le journal que je veux infiltrer ne signe pas ces articles. Donc, il n'y a pas non plus de chance de quelqu'un qui dise ah, mais attends, mais je le connais, lui, il n'est pas du tout dans ce truc-là. Voilà, je ne pouvais pas me Oui. faire remonter. Personne ne me connaissait dans ces milieux-là. J'étais à l'étranger juste avant. Donc, c'est fin 2021. Je fais une lettre en disant que voilà, je veux vraiment, il faut lutter contre le Covidisme, et je me fais embaucher dans la foulée. Tu mets pas la lettre que tu envoies dans le livre? Ah, il y a des extraits. Il y a Ouais, des mais extraits. C'est grandiloquent. Je dis oui, parler d'autre chose. Alors à l'époque du Covid, c'est comme parler des matchs de foot en 1940, alors que la Wehrmacht est aux portes de la France. Enfin, hmm. voilà, j'ai un peu Les poussé le. comparaisons aux pages les plus sombres de l'histoire. Euh, et d'emblée, il y a l'idée d'en faire un livre, puisque bon, tu es quelqu'un de l'écrit, tu dis voilà, je vais en faire quelque chose, et ce livre, il me servira pour démontrer la thèse qui est la mienne, à savoir que ces gens ont tort, et puis bon, manipulent, etc. Et donc, tu contactes déjà un éditeur à ce moment-là. C'est ça. Donc j'ai été suivi tout au long de l'enquête hein, par l'éditeur. C'est à partir du moment où j'ai eu la promesse d'embauche, c'est là où j'ai commencé à contacter les gens que ça pourrait éventuellement intéresser. Et donc j'étais drivé quand même tout au long de. Justement, et heureusement que j'avais des gens derrière moi parce que sinon, je pense que j'aurais fait les choses. J'aurais pu être beaucoup plus maladroit, beaucoup plus haineux, je pense, dans ma démarche. Ouais, plus rancunier, plus vindicatif. Voilà. Et donc, alors, l'infiltration, oui, alors ça se lit hein, comme un roman d'espionnage. Tu nous fais part un peu de tes émotions quand tu arrives. Tu découvres, on a une brochette de personnages qui sont renommés. Les gens vont reconnaître Yolin Racine, qui est
directeur, le patron, le propriétaire de la vérité. Et il est entouré de gens qui sont étonnamment un peu disparates, quoi. On aurait pu s'attendre à, à des gens idéologiquement très similaires, très motivés à défendre telle ligne. Et en fait, c'est presque un cirque. Enfin, c'est un peu des bras cassés. Enfin, c'est une équipe hétéroclite. Alors, c'est très amateur. Alors, déjà, je me souviens, t'avais une polémique à l'époque, parce qu'effectivement, tu avais dit, il n'y a pas de journaliste dans cette Oui, rédaction. j'avais dit Il y ça. avait des journalistes, mais il n'y avait aucun journaliste de métier. Donc, c'est vrai que c'était des amateurs. Et comme tu dis, c'était très, très disparate. C'est-à-dire que premier jour, moi, je rencontre une jeune fille kirghize, d'ailleurs, très sympathique, très gentille avec moi. J'étais en pleine crise d'angoisse, enfin, bon, je raconte dans le livre, et elle m'aide, voilà. Mais cette fille me dit, oui, sur Mars, il y a des enfants esclaves sexuels, et de temps en temps, les membres de l'oligarchie mondiale font un petit aller-retour pour en profiter, voilà. Donc là, Voilà. on était dans un degré assez élevé. Moi, je pensais que j'allais tomber que sur des gens comme ça, parce qu'à l'époque, surtout, il faut se souvenir de ce que c'était que la vérité. C'était vraiment, ça partait dans tous les sens. Mais il y avait des gens avec un degré de complotisme, on va dire, beaucoup plus moindre, en fait, où c'était surtout les effets secondaires du vaccin qui étaient évoqués, l'histoire de l'hydroxychloroquine. Enfin voilà, c'était un degré quand même moindre. Et chacun avait au sein de la rédaction ses sensibilités, son degré de complotisme. Et Et, donc toi-même, ça, on te demande est-ce que tu es vacciné? Ouais, tu admets que oui, un peu gêné. Et donc oui. tu t'attends peut-être à éventuellement à ce que ça passe mal. Et en fait, là, on prend tous une leçon, c'est-à-dire que globalement, ils sont tolérants, en fait, ces gens. Enfin, en tout cas, au sein de leur équipe, une fois que tu es dedans, il y a une tolérance qui ressemble à ce qu'on retrouve ailleurs. Tous, c'est vrai que c'est ça. Alors, bon, moi, j'avais dit que je m'étais fait vacciner parce que, étant proche de mes grands-parents, mes parents m'avaient mis la pression Oui. pour. Bon, c'est l'excuse que j'avais trouvée. Mais quand je commence à raconter ça, il y a un des membres de l'équipe qui n'était pas le moins complotiste, loin de là, qui me dit, mais de toute façon, tu n'as pas à te justifier. Le problème, c'est pas que tu sois vacciné. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on ait le choix. C'est tout. Mais il ne faut pas que tu te sentes gêné parce que tu es vacciné. Et globalement, c'était la réaction unanime. Et il y a une anecdote que je peux raconter pour montrer à quel point il y avait de la bienveillance chez ces gens, de la sincérité. Je raconte donc cette histoire, et puis ça faisait 3 semaines que j'étais au journal à peu près. Et un matin, j'arrive et il y a une des femmes qui travaille qui arrive, qui vient vers moi, qui me prend la main, elle me dit, Elliot, il faut absolument que tu parles à ta grand-mère pour que tu dises qu'il ne faut pas que tu fasses ta 3e dose. Je t'assure, c'est vraiment dangereux. Elle comprendra, si elle t'aime, elle comprendra. Enfin, tu vois. Et Oui. donc, c'était voilà, une bienveillance que, ayant fréquenté d'autres rédactions parisiennes, j'avais pas trop connu jusqu'à présent. Donc tu restes en place pendant un mois, c'est ça? 2 mois et demi. Très longue infiltration, donc ça laisse le temps de donner des relations de métier, de profession, donc c'est pour nous en parler. Donc quand tu es présent, infiltré chez eux, euh, euh, parce que les gens qui vont dire, parce que la pensée conspi, ça va être ça, c'est-à-dire qui te paye pour ça, qui t'envoie faire ça, qui te manipule. Quand on lit le livre, dans la mesure où tu racontes ça, où tu humanises ces personnages, que on a tendance dans nos sphères critiques, c'est pas qu'on les déshumanise, mais comme on les connaît pas, on se borne à ce qu'on envoie, et ce qu'on envoie, c'est pas ce qui est le plus ragoûteux. Donc on a tendance à avoir une image d'eux très négative. Et finalement, je trouve que moi, tu les as réhumanisés de mon point de vue. Je trouve que c'est important. Et comme tu ne nommes personne, que tu ne sors pas de dossier, et qu'on ne ressort pas de ce livre avec ah regarde, on a la preuve que c'est des ordures payées par machin, c'est pas une démarche en fait qui les démolit. En fait, c'est une démarche qui est très utile pour comprendre la mécanique à l'œuvre, mais au niveau des individus et même du patron, on va en parler un peu, que Oui. tu n'épargnes pas, mais euh, tu n'es pas venu. Enfin, si c'était ton but, tu as raté, tu ne les détruis pas, quoi. Donc, Très, qu'est-ce que tu peux répondre aux gens qui se demandent, mais et qui ne croient pas à ton histoire, comme quoi tu y vas juste parce que tu es motivé d'un point de vue personnel. Alors, je tiens mes comptes bancaires à Oui, disposition. pardon. Non, mais je suis pas. D'ailleurs, c'est pour ça, assez vite qu'il n'y a pas eu j'ai pas été dans une optique de démolir de l'intérieur comme je l'avais à la base. Mais assez vite, de toute façon, quand je rencontre les gens,
ce qui a été là où c'était très 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 utile pour moi, c'est que je rencontrais des gens qui fonctionnaient comme mon frère, sauf qu'avec mon frère, j'avais le côté affectif qui m'empêchait d'être objectif, qui m'empêchait d'avoir du recul. Mais ce que me disaient mes amis 100 fois à propos de mon frère, genre, c'est bon, c'est pas grave, c'est ses affaires, laisse-le, nana. Et donc là, j'ai pu comprendre ces gens, comment ils fonctionnaient, et comme vous dites, réhumaniser, et ne pas y voir que pardon, hein, ça me paraît peut-être un peu violent, que pas les dingos que j'imaginais. Les gens étaient beaucoup moins détachés du réel que ce que je pensais. Et Et, très gentils. et aussi, d'une certaine manière, assez moins méfiant qu'on aurait pu s'y attendre, parce que tu débarques chez eux dans le but de montrer au monde que ce qu'ils font, c'est nul, mauvais, voire mal. Et en fait, bon, bah, ils t'acceptent dans l'équipe, quoi. Oui, là-dessus, ils n'ont pas été suffisamment. Ils n'ont pas fait appel à leur esprit critique. Après, euh, quand même, il y a eu des doutes. Enfin, quand je suis parti, je me suis fait deux amis qui sont toujours des amis d'ailleurs aujourd'hui au sein de la vérité. Il y en a un des deux qui me dit ouais, bah, je me suis longtemps demandé si tu n'étais pas un agent dormant. D'ailleurs, je me le demande encore aujourd'hui. Donc il y avait quand même, je sais qu'après mon départ, deux, trois fois, ils en ont parlé. Et quand on se retrouvait pour boire une bière, ils me disaient, mais pourquoi t'es venu, toi, vraiment? En fait, ils ont essayé de gratter. Donc, ils sentaient de temps en temps qu'il y avait un truc qui allait pas. Mais bon, après. Alors, ces deux amis sont toujours dans la vérité? L'un des deux, il pige encore de temps en temps, l'autre non. Et l'autre était quand même rédacteur en Et voilà. chef. Et donc, ce personnage-là, moi, il m'intéresse. Alors, il a un pseudo, je n'ai pas retenu. C'est Achille Arras. Achille Arras. Achille Arras. Et ce personnage-là, il n'est pas raccord avec l'image qu'on a. Alors, autant, peut-être que tu peux nous parler d'abord de Yolin Racine, le patron, qui a l'air un peu perché quand même. Hein, je sais pas. Enfin, il a l'air de pas toucher trop le sol et puis de balancer des pistes. Et puis, et si ses équipes lui donnent l'histoire qu'il veut, il est content. Et s'ils répondent pas, il passe à autre chose. Ce qui n'est pas une méthode de quelqu'un qui est sûr des idées qu'il énonce, quoi. J'ai jamais compris à qui j'avais affaire. Je sais pas si c'est de la manipulation, je sais pas si c'est un pur cynique, je sais pas si c'est quelqu'un de, comme tu as dit, perché. Euh, et ce qui est sûr, c'est que des fois, il racontait des histoires qui laissaient songeur. Je me rappelle d'une fois, il fait un aller-retour au Brésil, il revient et puis il nous dit, ce que je raconte hein, dans le bouquin, Mm. oui, voilà, j'ai rencontré le chef des services secrets et puis le numéro 2 du gouvernement Bolsonaro. Bon, dès que je suis arrivé, on a essayé de m'approcher parce que j'étais identifié par rapport à l'hydroxychloroquine et les vaccins. Et puis un soir, on est sorti du restaurant et on nous a tiré dessus. Donc, faut s'imaginer. Euh, le chef des services secrets brésiliens avec les gens importants qui l'entourent, un journaliste français qui se font tirer dessus à la sortie d'un restaurant et nulle trace dans la presse. Ça laisse quand même songeur. Il a Et aussi dit quelques que Bolsonaro craignait d'être vu en sa présence. Alors que Oui, voilà, c'est Bolsonaro, ça. c'est quand même un mec qu'on a un petit peu rien à cirer, enfin, qui est dans l'outrance. Hein. Si Yolin Racine est trop sulfureux pour Bolsonaro, c'est très étonnant. Il y a un peu du mytho, on dirait. Oui, oui, pour dire le moins. Mais pareil, est-ce que c'était un mensonge pour tester, je sais pas, comment dirais-je, l'adhésion de son équipe? Ou est-ce qu'il part d'y croyait, si lui-même y croyait vraiment? Il s'était fait un film? Est-ce que c'était pour fanfaronner, tout simplement? J'ai jamais tellement compris à qui j'avais affaire. Bon, on n'aura pas le fin mot de l'histoire, à moins que d'autres personnes témoignent un jour, et ça m'intéresserait. On va parler de ce second personnage. Ben, j'aimerais éventuellement échanger avec lui, parce qu'évidemment, il est pas du tout aussi radical, enfin, intégriste, extrémiste comme on pourrait s'y attendre. Il est rédacteur en chef d'un journal qui est un des pires qu'on trouve en France dans ces années-là. Ça continue encore un peu. Et pourtant, bah vas-y, dis-nous, et pourtant, quoi. Et pourtant, alors, lui pareil. Alors, son degré de complotisme, je pense que c'était le moins élevé de la rédaction. Il était à peu près ouais, c'était mon niveau un poil au-dessus parce que peut-être sur les effets secondaires, je crois qu'il était bon, il pensait vraiment qu'on nous disait de. Il pensait en fait, si vous voulez, il y a deux choses. Il pensait que la gestion de la crise sanitaire était disproportionnée. Oui. Les mesures mises en place par le gouvernement étaient disproportionnées. Un, et après pour lui, ce qui avait twisté pour lui, c'était l'étude du Lancet Ah oui.
donc qui a été beaucoup critiqué visiblement. Alors moi, je ne suis pas scientifique, je ne peux pas l'évaluer, mais qui était biaisée, Que t'es une fraude. enfin, voire frauduleuse, quoi. Et alors que dès qu'elle a été publiée, il y a eu un arrêté anti-hydroxychloroquine, tous les médecins de France qui avaient pignon Pour sur le rappeler aux rue. gens, ce qui s'est passé, c'est que c'était un papier qui disait que la chloroquine ne soignait pas et qu'elle tuait des gens. Il Voilà. s'avère que on a mis des mois et des années à avoir des papiers solides qui montrent que, en effet, la chloroquine ne soigne pas et elle tue des gens. Et on savait que ça allait dans cette direction, mais quand le papier est sorti, en fait, le papier était basé sur des données qui venaient de nulle part, par des gens bizarres, et donc on aurait dû se rendre compte plutôt que ça n'allait pas. Et donc quand le gouvernement prend une décision d'interdire la chloroquine concomitamment à la sortie de ce papier, quand le papier est dézingué, la décision, elle n'est plus aussi justifiable qu'elle l'était avant. Alors, elle reste, après, avec du recul aujourd'hui, finalement, ils avaient raison de le faire, mais c'était peu justifiable, et donc c'est normal que des gens normaux se disent, mais pourquoi est-ce que on prend une décision sur la base d'un papier, le papier on voit que c'est faux, on le retire, et la décision on laisse en place. Donc on peut comprendre que des gens aient été très très choqués par ce qui s'est passé à ce moment-là. Oui, puis il y avait aussi, souvenez-vous, au tout début, il y avait eu, on avait dit un peu tout et son contraire à propos du masque. Alors après la Mm. bataille, tout le monde est Napoléon. Bon, voilà, c'est facile à dire mais bon, il y avait eu quelques couacs de com. Bon, et pour lui, dans le cas du rédacteur en chef, donc Achille Arras, c'est ça qu'il avait vraiment, oui, qu'il avait fait pas basculer, mais oui, qu'il avait choqué. Et c'est là où il avait commencé à travailler avec La Vérité. Et c'était en fait, je crois avoir compris que c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'autodérision, un rapport à la vie comme ça assez distancié, une espèce de dandy qui s'amusait de tout, qui avait des amis très disparates et qui s'amusait de ça. C'est Et pas donc, il quelqu'un était. qui a un parcours où il a souffert en fait. J'ai l'impression il est relativement privilégié et, et, et il y a un petit côté jeu, un côté ludique. Enfin, c'est Ouais, ce que je alors, comprends. oui, oui, j'ai l'impression, moi, après, je sonde pas Non, bien sûr. je suis pas dans sa tête, mais j'ai l'impression que c'est ça, que c'est, oui, une espèce de jeu auquel il croit, sans y croire, mais il s'amuse. Un jour, on parle comme ça, et donc, moi, j'avais travaillé au Point, il le savait, et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais à La Vérité et j'ai dit, tu aurais pu bosser au Point. Et il dit, oui, oui, c'est vrai, je me suis très bien vu bosser au Point, ou voilà, ou l'Express, mais je m'amuse plus à La Vérité. Et voilà, c'était sa réponse. Il s'amusait. Voilà. Il y a Ça un petit le. côté, ça les emmerde le, un peu à la Raoult. Hein. Oui. J'ai les cheveux parce que ça les emmerde. La vérité, c'est un journal qui va là où les autres ne vont pas, qui dit les trucs. Et il y a un petit côté. Et on peut comprendre de fouille-merde, de cette manière de. Qui en soi n'est pas un problème. Mais moi, je m'étonne que cet homme-là ne se soit pas rendu compte de la violence qui était suscitée autour de lui. Parce que si tu vas là-bas, c'est parce que ton frère est radicalisé dans des idées qui sont extrêmes, dans des idées qui amènent des gens à avoir des comportements violents sur les réseaux. C'est un journal qui a exprimé des menaces de mort, même si c'était pas assumé derrière. Mhm. Et donc, il y a un décalage entre le côté, il a l'air sympa humainement, moi je déballe la main, et il n'a pas l'air extrémiste, mais il est dans une équipe où on publie des choses qui excitent des gens qui, eux, alors il n'y a pas eu de meurtre en France, on touche du bois, Ouais. mais si c'était arrivé, ça aurait été certainement dans ces sphères-là que ça serait produit. Alors lui, ce qu'il m'avait dit lors de l'entretien d'embauche, il m'avait dit, oui, j'ai l'impression qu'on a suivi un peu une trajectoire parallèle. Moi, quand je suis arrivé, parce qu'il était à la tête, donc il était depuis un an à la tête de La Vérité. Donc La Vérité avait pris son envol avant son arrivée. Et je crois, et les périodes un peu folles où ils faisaient venir sur leur plateau, bon, et ils publiaient des tribunes, dont celle que tu évoques, il n'y était pas lui encore. Et en fait, dès l'entretien d'embauche, il me dit voilà, moi, les discours, les personnages les plus radicaux, les plus extrémistes, je les ai petit à petit mis de côté. Il m'a fallu du temps, mais petit à petit, j'ai réussi à faire comprendre à Yola Racine, le directeur, qu'il fallait. Donc lui, il avait déjà participé à un peu euh, Écrémé. déradicaliser Ouais. la vérité. Bon, ça restait quand même, mais voilà, c'était bon. Dans l'équipe, il y en avait qui étaient
beaucoup plus complotistes que lui, qui faisaient des papiers beaucoup plus complotistes que lui, mais bon, quelque part, c'était pas grave. C'est un peu étonnant, quoi. Donc, au moment, parce qu'on va parler de la seconde infiltration, donc comment ça se termine enfin, d'abord, en quoi consiste ton travail lorsque tu es au sein de la vérité? Est-ce que les papiers du coup, qui n'ont pas été signés, parce que personne ne les signe, Oui. mais en quoi consiste le travail? Est-ce que ça ressemble à un travail de journaliste dans une rédaction normale? Non, absolument pas. Enfin, à la vérité, il n'y avait pas de. Donc, c'est un enfin, c'est un média 2.0 d'actualité quotidienne, mais il n'y a pas de conférence de rédaction quotidienne. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de ligne éditoriale claire, il n'y a pas de chacun fait les choses un peu de son côté sans forcément référer aux autres, on se suit pas trop. Donc c'est quand même un joyeux fourre-tout, quoi, avec c'est un étrange bateau sur lequel j'étais embarqué. Moi, je faisais les papiers qu'on me disait de faire. C'était une ligne rouge, hein, évidemment. De toute façon, l'infiltration, c'est flirter avec une ligne rouge, puisque déontologiquement, Oui. on décline pas son identité, sa réelle identité, sa réelle. Donc, moi, ce que j'ai essayé de faire, et je suis assez transparent là-dessus dans le livre, c'est que ce soit dans la première ou dans la seconde infiltration, j'ai essayé de ne pas avoir d'influence ni négative ni positive. C'était ça l'objectif. C'est-à-dire de voilà, de pas faire plus, pas faire moins, de faire ce qu'on me demandait. De Quand on pas m'a demandé, perturber l'objet que tu observes, hein. C'est presque voilà. faire de la physique quantique sans trop perturber le système. Euh, alors je te crois sur parole, n'ayant Hmm. aucune notion de physique quantique, mais voilà. Non, mais tu connais, Euh, enfin, c'est l'effet de l'observateur en physique quantique, c'est que lorsqu'on observe, le fait d'observer, bah, on envoie des photons sur le système, et du coup, bah, le système est modifié par le fait qu'il est observé. Et ah donc, d'accord. Ok. quand on infiltre, de par le fait, il y a certainement des écoles, enfin des de conduite là-dessus, et j'imagine que le but, c'est de ne pas apporter avec soi ce qu'on veut trouver dans le système qu'on est en train de regarder. Donc, c'est d'être C'est neutre, ça. d'être... Ceci étant, je le raconte aussi dans le livre, ouais, deux, trois fois, il y a des articles où là, je me disais, attends, là, ça va un peu trop loin. Notamment, une fois, on me demandait d'expliquer que c'est euh, parce que un des sénateurs avait eu l'assurance que l'État allait aider les zoos, que lui, il avait apporté son soutien au Les zoos, gouvernement. les parcs zoologiques. Les parcs, voilà, les parcs animaliers, voilà, on dit bon, deux, trois choses comme ça, un peu délirantes, où je me souviens d'une caricature faisant le parallèle entre l'étoile jaune et les non vaccinés, donc ils ne pouvaient pas entrer dans les restaurants. Bon, c'était quand même un peu limite, quoi. Puis bon, ça a été vu et revu de toute façon sur Internet. Donc il Mhm. y a deux, trois fois comme ça où j'ai marqué mes désaccords, mais globalement, j'ai fait ce qu'on me demandait. Et donc, enfin, pour que les gens comprennent un peu, dans un vrai journal, lorsque un journaliste fait un travail d'enquête, il revient avec le papier, et en général, ça passe en réunion, quoi. Enfin, chaque Ah papier oui, est oui, alors, discuté avant publication, et là, c'est différent. déjà, alors, une chose aussi que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il n'y a pas de travail de terrain. J'ai jamais fait, enfin, à part couvrir les manifestations, mais il n'y a quasiment pas de reportage. On travaille sur les ordis, il n'y a pas de réseau, à part les réseaux complotistes, mais Oui, il a il pas n'y le a numéro de pas de. téléphone. Enfin, non, ça, c'est l'autre, c'est le second infiltration, où Oui, c'est c'est ça, un c'est homme plutôt. politique qui est là depuis très longtemps, il n'a pas les téléphones des autres, quoi, alors que toi, tu l'avais. C'était assez amusant. Oui. Mais pour vous dire sur la vérité, oui, voilà, ils n'avaient aucun réseau parmi les sphères politiques. Voilà, tu veux joindre, normalement, dans un journal, tu veux joindre un député, même un ministre, tout ça, il y avait toujours. Bon, voilà. Bon, là, il y avait rien. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, pour les gens comprennent, dans un journal, on vous propose, donc il y a une conférence quotidienne, on vous propose un article, avec le rédacteur en chef, et tout le monde participait, vous définissez un angle de la façon de traiter l'article, des fois vous en proposez, il y a une ligne claire, enfin voilà, c'est pro. Et puis une fois que vous avez fini votre papier, il y a des gens qui le relisent une première fois, une seconde fois, tac, tac. Enfin, oui, il y a un travail important qui est fait pour chaque article tous les jours. On dit que un journal, c'est un petit miracle quotidien. Et bon, bah là, on n'avait pas besoin d'un miracle. Et là, en gros, Yolanda Racine te dit, mais
t'as pas besoin de te déplacer. D'autres journaux ont fait des comptes rendus. Bah, tu piques dans ce que les autres font et tu fais à ta sauce, mais en ajoutant tel ou tel soupçon ou telle thèse. Alors, il y avait par exemple le premier jour, je viens d'arriver, donc c'est mon premier jour, on me dit, tu fais un article sur un candidat d'extrême droite bien connu, qui avait fait un meeting la veille. Je n'avais pas été au meeting, puisque je n'avais pas encore commencé mon contrat, donc je leur dis, mais ça va être compliqué quand même, je n'y étais pas. Et on me dit, bah, t'as qu'à piocher, voilà, il y a déjà eu pas mal de papiers qui ont paru dans la presse, fais un mix, voilà, tu fais un mix de ce qui a été écrit. Et donc, en fait, non seulement ce journal qui se présentait comme alternative, qui faisait pique-pan de la presse traditionnelle, dans ce cas-là, voulait que je reprenne les informations de la presse traditionnelle, mais en plus, c'était vraiment, elle reprenait les pires méthodes, alors qu'il se voulait différent, il reprenait en fait les pires méthodes du journalisme web. C'est vrai que ça existe aussi, ce genre de journalisme-là, mais c'est justement ce qu'il faut éviter. Donc cette infiltration va t'amener vers une deuxième. Pourquoi tu t'en vas? À quel moment? Est-ce qu'il y a une raison particulière ou juste parce que bon, le temps passe et tu peux pas rester là une année complète? Explique-nous. Le temps passe, j'avais l'impression d'avoir fait le tour, d'avoir vu ce que j'avais à voir. J'avais beaucoup déjà évolué par rapport à ma volonté initiale, puisque ben, voilà, amitié, je me rends compte que j'avais des a priori qui ont été faux, pour certains, pour d'autres non, mais je voulais de toute façon, depuis le départ, infiltrer deux organisations. Donc ce média qui pourvoyait des fake news, surtout là, à cette époque du Covid, c'était quand même ils avaient une audience très 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 importante. Et puis le parti politique que bon, les gens vont reconnaître, qui a un côté un peu sectaire aussi. Là, il y a vraiment Bonjour, l'avis connaissez-vous des les gens. éveillés? Ça peut parler Voilà, aux le gens. parti. Ouais. Les gens qui sont dans ce parti, déjà, bon, il y a une base militante très importante, très active, que ce soit dans l'affichage, mais sur Internet. Leur vie tourne un peu autour de ça. Leur vie tourne autour de leur leader politique. Et pour moi, c'était la démarche à faire supplémentaire pour comprendre mon grand frère, puisque lui, Voilà. voilà, il était complètement Il s'était mis à dans ce... militer pour ce candidat ou pour ce parti? Oui, oui, Voilà. il était militant, Donc il est toujours. on en revient au frère. Bon, il y a le journal qu'il a radicalisé. Via journal ou à travers d'autres médias, il s'est intéressé à ce candidat-là, à son parti. Enfin, le parti, c'est le candidat. Hein. Derrière, il y a pas, enfin, Oui. je ne peux pas vous donner un autre nom du parti. Je ne connais pas. Je connais qu'un Mais il y personnage. a une grosse base militante. Oui, Il y a une très grosse base des gens très, militante. très, très investis. Et donc, tu te dis, bah, comment ça marche ce truc, peut-être? C'était quoi le Oui. but? Parce que autant avec la vérité, tu es journaliste, on va dire, bon, tu vas à la limite croiser le fer avec des gens qui trahissent ton métier. On peut comprendre. Mais là, la démarche, elle est un peu différente d'infiltrer l'entourage d'un candidat au présidentiel, d'un homme politique. C'est quoi le but? Là, alors là, mon but numéro un, c'était une fois de plus de rencontrer la base militante, de rencontrer ces gens, comprendre le fonctionnement, parce que c'est des complotistes, mais aussi investis politiquement. Donc c'est un profil un peu différent de celui que j'avais à la vérité, et de m'approcher au plus près possible de la personne. Je pense qu'à ce moment-là, vraiment, j'avais un ressentiment profond, vraiment contre lui. Ouais. L'approcher au plus près, le comprendre, savoir qui était ce mec, quoi. Comment il fonctionnait, comment il envisageait son rôle, quelle place il se donnait, qu'est-ce qu'il essayait de faire, est-ce que c'était... voilà, qui Donc, était-il, quoi. vous allez le reconnaître hein, dans le livre, sans doute, hein, si vous avez un peu de culture politique. Et en fait, euh, j'ai envie de dire, enfin, c'est un peu triste. C'est comme lorsqu'on rencontre un héros et qu'on est déçu, quoi. C'est ça que ce type-là, qui a sans doute une influence considérable sur des gens et qui peut-être détruit des vies par son discours et par le militantisme, c'est un pauvre type. Enfin, c'est pas dans le texte, mais c'est comme ça que je le ressens. C'est un mec un peu triste, un peu paumé. Et en plus, alors, il y a eu des affaires dans,
enfin voilà, d'accusations au sein de son parti avec des gens qui ont voté contre lui. Malgré tout, il a été réélu. Par rapport au timing, ça se passe quand? Toi, tu arrives après ça ou avant? Alors, oui, oui, j'arrive après. J'arrive après parce que j'arrive, en fait, je reste à la vérité jusqu'au 31 décembre. Mais pendant que j'étais à la vérité, je m'étais arrangé pour le rencontrer avec l'étiquette La Vérité. Hmm. Et je lui avais dit, ben, je vais bientôt quitter ce journal. J'aimerais beaucoup travailler pour vous durant l'élection présidentielle, pour l'élection présidentielle. Et à l'époque, c'était en les campagnes pour obtenir les 500 signatures. Donc Et tu arrives chez puis, lui essayer d'avoir quand? des Tu commences quand chez lui? janvier 2022, Ok. dès le début de l'année. Dès janvier 2022, j'arrive là-bas avec moi comme rôle de contacter la presse, d'essayer d'obtenir des rendez-vous, essayer accessoirement de contacter des maires et d'avoir des parrainages. Voilà. Et puis de temps en temps répondre aux courriers, ce genre de choses. Et donc pour revenir sur ce personnage, donc Norton Mabie, le leader de ce Ah bah, parti, Norton Mabille, c'est comme ça que toi ou c'est comme ça l'éditeur vous qu'on le l'a appelé. surnommez. Moi, j'adorerais. Alors, tu m'as dit que c'était pas toi directement. J'adorerais comprendre s'il y a une logique, un code sur une table de correspondance entre les vrais noms et les noms imaginés. Si elle existe, cette table, elle est très mystérieuse. Norton Mabille. Faudrait peut-être voir avec la numérologie s'il n'y a pas quelque chose, une sorte Ouais. d'inconscient qui nous a fait choisir ce nom. Euh, et donc, je vois cet homme qui m'a touché, en fait, à mesure que je l'ai Mm. rencontré. C'est-à-dire que pour moi, c'était quelqu'un, avec une morgue qui faisait son beurre sur le mal-être et le ressentiment de ses ouailles, hein. C'est vraiment, moi, l'image que j'en avais. Et comme tu as dit, au fil des semaines que j'ai passées auprès de lui, j'ai rencontré quelqu'un de pas très tendre, je pense, au fond, vis-à-vis de lui-même, Oui. assez désespéré de ne pas peser sur la vie politique Et française. Il est convaincu. qui a conscience de ne pas être un orateur, enfin, qui adore De Gaulle et qui se compare, en fait. Il comprend qu'il est pas tellement à la hauteur de son ambition, en fait. J'ai l'impression Bah voilà, qu'il. moi, je dis ça à travers ton texte, donc c'est toi qui Oui, parles, oui, c'est évidemment. ça, c'est Voilà. ça. Je vois à quel moment tu fais référence. Je vais pas trop déflorer ce passage-là. Ouais. Les gens comprendront ce que je veux dire. Mais effectivement, c'est. Alors que moi, voilà, j'avais cette image donc, de quelqu'un de très, très prétentieux, manipulateur, mort, tout ça. Voilà, quelqu'un de sincère, sincèrement désespéré d'avoir un traitement qu'il estime, à tort ou à raison, injuste dans la presse, enfin, Mm. d'être complètement invisibilisé. Il veut vraiment, désespérer que son projet dont il est persuadé qu'il est pour le bien de tous ne puisse pas devenir. Il comprend, je pense qu'il a compris que euh, il ne peserait jamais sur la vie politique française et c'est une vraie souffrance. C'est une vraie Et ça, souffrance pas fin. moi, du coup, j'ai pas une culture du monde politique et des uns et des autres, mais c'est souvent, on se pose la question, est-ce qu'ils sont sincères? Est-ce que c'est du pur calcul? Est-ce que c'est du pur cynisme, etc. Et d'une certaine manière, je trouve que on est peut-être un peu plus indulgent quand on sait que quelqu'un est parfaitement sincère dans sa démarche. Et d'une certaine manière, tu réhabilites cet homme qui a plein de défauts et qui défend des idées tordues, mais l'être humain derrière, finalement, une fois que j'ai lu le texte, c'est pas que j'ai de la tendresse, mais peut-être que je suis moins dur dans mon jugement personnel sur le personnage. Bah alors c'est que j'ai réussi à faire passer le message que je voulais Ouais. faire passer parce qu'effectivement, Et du coup, je me je demande, crois est-ce pas. que c'est pareil pour tous les autres personnages Ah, dis-moi. que les Si, uns, ah, on aborde dans la palette des politiques ou des autres, à qui on va attribuer, on a tendance à attribuer des intentions, etc. Euh, je sais bien, en tant que zététicien, que c'est un défaut qu'on a, mais peut-être que ça dépasse encore plus le. Je m'attendais alors pas à ce que lui soit peut-être à ce point sincère, toi. après, on sort bon, là, j'en sors un peu du domaine du complotisme, et peut-être que je vais dire une bêtise qui va faire sauter hurler les historiens. Mais Hitler, Pol Pot, Lénine, c'était des gens sincères et ils ont fait des horreurs que des grands cyniques à la Talleyrand ou Duc de Morny, plus proche de nous, Sarkozy. Bon, je dis pas. Machiavel. Mais en tout cas, ils n'ont pas fait le mal. Finalement,
quand on a un idéal, on est à peu près à sacrifier tout pour cet idéal. Donc Peut-être que c'est le peut-être cynisme permet d'être mesuré dans l'audace avec laquelle on entreprend des choses. C'est vrai. Donc, du coup, oui. Bon, donc, tu as raison de remettre ça sur la table. C'est que la sincérité n'est pas gage de. Voilà. C'est pas toujours bon signe. mais, Oui. mais en tout cas, voilà, lui, c'est pas, si vous voulez, c'est pas une boutique qui fait tourner pour vivre bien C'est avec ça. ses militants. Et c'est pas là. C'est pas ça. Alors qu'on a un autre parti qui est quand même soupçonné, Oui, le plus connu, l'autre, je serais nettement où il y a moins. un fort décalage entre certainement l'étalage du discours et puis les vraies Je valeurs pense. internes. Là, apparemment, il y a quand même une concomitance entre les deux. Alors du coup, enfin, je te laisse développer avec ce Norton Mabi comment ça s'est passé et comment ça s'est fini. Et après, on reviendra à ton frère, parce que une fois que le bouquin a été écrit, bah, il a fallu préparer la publication, donc il a fallu en parler au personnage qui est Ah oui, bon. donc ça, on va le dire juste après. Donc ce Norton Mabille, tu l'as rencontré, tu as passé un peu de temps avec lui. Euh, Alors, au début, il s'intéresse pas du tout à moi. Et c'est là où on voit que c'est pas un très bon manager. D'habitude, les hommes politiques, vous savez, vous leur dites deux mots, vous avez l'impression d'être la personne, ils vous donnent l'impression d'être la personne la plus intelligente sur Terre, que Plus ce que vous importante au dites est monde. formidable, etc. Bon, lui, c'est pas du tout son truc. Euh, je me rappelle d'une fois quand même où je faisais un peu de zèle pour essayer de rentrer quand même dans ces petits papiers. Donc j'étais encore à 9h30 du soir en train de travailler, tout ça. Et puis on va manger, on finit par aller manger ensemble avec son DIRCAB et on s'installe à la table comme ça. Et Son puis, directeur de cabinet, pour les gens qui ne sont pas du milieu. oui, oui, le directeur de cabinet, pardon. Et donc, et donc normalement, bon, vous avez un militant qui bosse bénévolement, essayer de faire ce qu'il peut, voilà, on essaye de lui parler, dire alors comment ça se passe, tu trouves tes marques, nanana, voilà. Bon. Alors lui, pas du tout, il était avec son téléphone sur Twitter, tout le repas comme ça, et Mmh. voilà, c'était ça tout le repas, c'est le directeur de cabinet avec qui je parlais. Et donc au début, c'est intéressant. Enfin, voilà. Et puis un jour, on a eu l'occasion de se retrouver que tous les deux parce que je l'avais accompagné sur une interview à TV Liberté, pour ne pas la nommer. Et après, on avait mangé tous les deux. Et là, il s'était livré à moi. Et c'est là où il m'avait raconté un peu sa vie. Et ça a vraiment été le tournant pour moi. C'est là où il m'a touché. C'est là où il m'a touché. Alors, Où, quand tu dis t'as touché, non, mais émotionnellement. voilà. Après, rappelons, donc, je cite les affaires dans lesquelles il est impliqué. Il n'est pas condamné. Non, non, Euh, c'est vrai. voilà. Je veux dire, voilà, faut quand même pas le condamner d'avance et on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé et pas passé. Enfin, il y a des textes qu'il a écrits, voilà, bon, qui Oui. sont bon. C'est pas le sujet c'est pas vraiment la focale. Donc voilà, et tu t'es rendu compte que c'est quelqu'un qui se trouvait mal jugé, maltraité par les médias, qui n'était pas capable de se faire inviter, ouais, et qui le regrettait beaucoup. En même temps, son poids électoral fait que on peut comprendre. Hein. Oui, mais il a pas su faire des coups d'éclat. Il a pas su justement se mettre. C'est quelque chose, je pense, qu'il n'a pas su réseauter. Il n'a pas su faire ce qu'on doit faire normalement en tant qu'homme politique. Bon, une Ouais. fois de plus, c'est très facile de le dire, mais et je pense qu'au fond, il sait que lui-même a une part de responsabilité. Alors, comment ça s'est fini? Comment tu es parti? Et dans les deux cas, est-ce que tu as révélé à Norton Mabi et aux gens de la vérité qui tu étais, hein, pour de vrai? Est-ce que tu leur as parlé du projet? Alors, bon, dans les deux cas, quand je suis parti, j'ai rien dit. Je suis parti du parti des éveillés quand finalement ils n'ont pas eu les 500 signatures. Voilà. D'accord. Contrairement à ce qu'ils espéraient, c'était une reculée voilà, c'est pas participer à l'élection présidentielle, surtout, bon, comment étant donné les institutions de la cinquième, ne pas participer à l'élection présidentielle, c'est quand même être très très invisibilisé. Donc je le quitte sur ce drame. Et la dernière fois que je lui ai parlé, c'était un peu avant. Il y avait une interview de longue date qui avait été programmée avec RTL, qui Oui. avait été annulée la veille parce que déclenchement de la guerre en Ukraine. Et donc, et du coup, ils avaient annulé. Et quand je lui ai dit, je l'ai appelé pour lui dire ça au téléphone le soir, la veille au soir, il est rentré dans une rage, mais qui trahissait une détresse, en disant, mais, et puis il me défendait la légitimité à avoir cette interview, comme Ah, si, comme s'il était face, je sais pas, à quelqu'un qui lui expliquait qu'il allait pas, comme si j'étais quelqu'un d'RTL moi-même.
C'est ça. Et il y a Ben, comme ça rendez-vous compte, les gens, vous avez un stagiaire, enfin, stagiaire, non, bénévole, bénévole, oui, c'est ça, bénévole. bénévole, et qui vous rend compte de ça. Alors, vous êtes un homme politique qui est là depuis 20, 30 ans, enfin voilà, enfin, avec une vraie carrière, même si, voilà. Euh, Évidemment que c'est pas à cette personne-là que vous allez vous épancher. Et donc, il y a un petit côté bizarre, il y a de la solitude. Je- En tout cas, il y a beaucoup de tristesse. À ce moment-là, il me fait beaucoup penser en fait à sa base militante. Quelqu'un de convaincu Hmm. d'être trop pur, de mal jugé par un monde entier. Je, je pense que voilà, il m'a beaucoup fait penser en fait à sa base militante. Quand tu parles de solitude, je pense que c'est quelqu'un d'assez seul au fond. Bon, après, bon, il y a sûrement d'autres Enfin, gens je connais pas ça qui. de intime, et puis Voilà. voilà. C'est juste, bah, moi, je dis ça par rapport à comment tu racontes la chose. Après, dans ce livre, il existe maintenant, donc il y a plein de précautions de l'éditeur pour éviter des procès par-ci par-là, machin, même si je trouve pas qu'il y ait de diffamation, bah, sauf si tu mens, hein, mais bon, il n'y a rien qui m'a. Plus que j'en ressors en étant plutôt plus, pas plus indulgent, mais en retrouvant un petit peu de substance humaine chez ces gens que je jugeais déjà auparavant. Donc le livre est construit et tu intercales des passages de la vie de toi, de ton frère, de comment ça se passe, voilà, qu'on comprenne un peu la dynamique intercalée avec ton infiltration. Évidemment, révéler une partie de ta vie et de la vie de ton frère qui n'a rien demandé, c'est pas, dans la mesure où déjà vous étiez en froid parce que tu le contredisais, évidemment, il y avait un risque que ça se passe mal. Et de fait, on n'a pas de très bonnes nouvelles, je crois. Donc, raconte-nous comment ça s'est passé quand tu es revenu et tu dis, attends, voilà, ça fait quelques mois, je t'ai pas dit la vérité, je t'ai même menti Oui. sur ce que je faisais. J'ai travaillé sur ces sujets-là. Comment ça se passe? Alors, cette scène hein, est décrite dans le livre et la réaction et ce qui s'ensuit après. Sur le moment, j'ai l'impression que ça passe comme une lettre à la poste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de colère, il n'y a pas d'épanchement, il n'y a pas de... Voilà, j'aurais pu lui dire, je viens de m'acheter une voiture. J'avais Réaction un peu très la... froide. Ouais, mais pas froide, pas froide énervée, froide... Bon, voilà, d'accord, ok, c'est Il noté. encaisse. Il encaisse et bon. Euh, et après vient la colère. Après vient la colère. Et pour tout vous dire, bon, on repart sur de nouvelles bases parce que dans le livre, il y a aussi il y a des chapitres où je rencontre des spécialistes en déradicalisation Oui, qui oui. m'expliquent comment gérer une relation avec un proche complotiste. Donc, moi-même, je fais la démarche de repartir sur de nouvelles bases et de changer ma façon d'être avec lui. Euh, on part sur là, en fait on a toute une relation à reconstruire. Là, il est dans le ressentiment vis-à-vis de moi et assez justifié en fait, puisque je lui ai menti. J'ai fait que, bon, même si je prends des précautions pour pas qu'il soit identifié, j'étale sa vie. Mon frère a un parcours particulier puisque ce que je dis, c'est que c'était quelqu'un qui était toxicomane pendant 30 ans Mhm. et quand il est sorti de la toxicomanie, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est ce que j'ai vu. Je ne dis pas que c'est toujours comme ça que ça fonctionne, mais moi, j'ai vu quelqu'un à un effet de vase communicant. Il a remplacé sa dépendance à la cam par une dépendance au complotisme. Voilà. Et donc, c'est vrai, il y a des choses comme ça de sa vie, donc je comprends qu'il ne soit pas très. Donc, il n'ait pas envie qu'il soit comme Mais ça, c'est pas gratuit. Quand tu racontes voilà, cette dépendance et ce parcours-là, bah, c'est pour me dire, voilà, moi, ce que j'ai vu et comment je comprends que lui ait pu arriver à ça. Et encore moins, c'est pour humaniser, en fait. C'est C'est ça, comme ça c'est que je le ça. prends. Je raconte. Et puis, d'ailleurs, donc moi, il faisait office hein, de père, comme je vous l'ai dit. Il avait cette vie un peu rock comme ça, mais c'était quelqu'un qui a toujours eu un travail, bibliothécaire, qui m'a appris à jouer aux échecs, qui m'emmenait quand je faisais le championnat de France. Il m'emmenait au tournoi comme ça. Il restait. Ah, c'est quelqu'un qui a assuré. J'allais chez lui toutes les vacances. C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui me fâchait quand j'avais mauvaise note à l'école. Enfin, c'est quelqu'un qui a vraiment Oui, assuré qui allait c'est pas tout le l'idée loin. du toxico complètement C'était pas détruit, ça, quoi. hein. C'était pas non plus Requiem for a Dream, hein, mais c'était quelqu'un qui avait une dépendance qu'il a à peu près gérée jusqu'au jour où il a plus pu la gérer. Puis bon, ouais, sa vie a explosé à ce moment-là.
Euh, et en fait, c'est quand il en est sorti, tout ce temps disponible, le temps qu'il consacrait avant à cacher sa dépendance, à faire ses petites magouilles dans son coin, nanana, parce que toute sa vie tourne autour de ça en fait. Réussir à se défoncer sans se faire griller. Il était marié, avait des enfants, etc. Et ce temps disponible, il a passé sur Internet. Et parce que c'est ce que dit Gérald Bronner dans Explosion cognitive. C'est qu'est-ce qui fait que tout ce temps de cerveau disponible, pour prendre l'expression d'Étienne Moujotte, on l'utilise à assouvir les pires penchants de l'être humain. Alors je crois que c'est révélation, apocalypse cognitive et que c'est et que c'est Patrick Lelay. Patrick Lelay. Oui, c'est Patrick Swayze qui prend cette expression, mais qui est reprise par Bronner, voilà, Oui. je crois, dans celui. Et bon, enfin, le livre de Bronner explique très bien ça. Et donc, mon frère a suivi ce schéma. Voilà, il s'est fait happer par ces théories. Donc pour l'instant, c'est difficile. Évidemment, il n'y a pas grand monde dans ces milieux-là qui a quelqu'un qui peut écrire un bouquin publié. Donc voilà, son trajectoire à lui est particulière puisque le livre en parle. Donc c'est normal que ce soit dur. Donc voilà. Et moi, je tiens à dire, voilà, une fois que j'ai lu le bouquin, j'ai pas une image négative de personne du frère en fait. Donc au cas où il se demande voilà comment on en ressort, non, on comprend et voilà et on comprend que c'est des gens qui en ont bavé en fait, tous. Enfin, bavé, ou en tout cas, qui ont pris des coups. Même le dandy Achille Arras, on sent qu'il s'est dit, mince, là, il y a un truc qui n'est pas bien qui s'est passé, et il se rebiffe. Et alors, ce sentiment-là, on peut tous le comprendre. Lui, je ne parle pas de sa vie, mais lui, il a pris des sacrés coups. Des sacrés coups. Voilà. C'est pas... voilà, c'est... ouais, donc, des sacrés coups. À la recherche de mon frère, merci pour le livre. Donc, l'éditeur me l'avait envoyé avant qu'il sorte et j'avais lu en hurlant dans le train. Je vous le conseille à tous. Il y a plus de choses que ce qu'on a dit dans l'interview. Il y a notamment des entretiens assez courts mais clairs avec des experts qui parlent de la pensée extrême. Donc si votre grande question c'est qu'est-ce que je fais avec mon cousin, mon voisin, ma tante qui dérive un petit peu machin, bah, vous aurez des pistes. Et ça peut vous aider aussi à ne pas être dans la haine des milieux autour qui alimentent la croyance. Parce que j'avoue que notre sphère sceptique, on n'est pas tendre. On est extrêmement remonté. On a de bonnes raisons d'être remonté, mais peut-être que c'est pas suffisant pour. Il faudrait qu'on soit plus humain, et peut-être que ça marcherait mieux, notre démarche de vouloir répondre aux fake news et à ceux qui les diffusent, de ne pas les prendre comme des ennemis, ces gens-là, en fait. C'est pas forcément nos ennemis. Et d'ailleurs, ce que je peux rajouter à ce propos, c'est que tu me demandais comment ça s'était passé. Alors, au sein du Parti DV, j'ai pas noué d'amitié, mais j'en ai noué à la vérité. Et le soir du lancement du livre, donc c'était dans un café à Paris, le rédacteur en chef est venu et il se présentait à tout le monde. Ben voilà, je suis un des personnages du livre. Il a mal pris du tout, ça l'a plutôt fait marrer. Et il n'était pas en colère contre moi. Et demain, je vois l'autre personne à qui j'avais loué des liens d'amitié. Je le vois demain. Et lui, pareil, il n'est pas en colère. Il m'a dit, oh, bah, ça devait arriver. Quelque part, je suis content que ce soit toi. Puis on se voit demain, on va manger ensemble comme si de rien n'était. Bon. Donc on peut être amis, même si on est complètement différents, et il faut juste éviter les sujets qui fâchent. Et l'intolérance, c'est pas forcément toujours chez le... Enfin, la pire intolérance, c'est pas toujours dans le camp d'en face. Il faut qu'on regarde un peu comment on se comporte nous-mêmes. C'est une leçon que je trouve le livre amène à apporter. Un mot de la fin, ou un élément qu'on n'a pas évoqué qui te semble important? Alors peut-être oui, donc c'est très bien ce que tu as dit. C'est vraiment, pour les gens qui se retrouvent dans cette situation, ça peut être un guide, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, voilà, comme tu l'as dit, vous avez des pistes parce que, outre les infiltrations, je rencontre aussi des experts en déradicalisation qui justement expliquent qu'ils ne cherchent pas à déradicaliser en réalité, mais à faire cohabiter des proches qui n'arrivent plus à se parler. Ça, c'est important. Savoir dire si vous avez un proche complotiste que
Donc on l'a dit, éviter les sujets qui fâchent, éviter de contre-argumenter, puis savoir lui dire, ben moi, quelque part, je t'aime et je vais toujours t'aimer, quoi qu'il arrive. Mais bon, tu vois, j'ai pas ces idées, ça, j'aime pas que tu m'en parles tout le temps, mais on fait autre chose, allez, s'il te plaît, on fait autre chose. Ouais. Parce que voilà, il faut maintenir un lien, puis un lien réel, si c'est pas trop dur pour vous à vivre, après, chacun. Et dernière chose, et ça, c'est plus un clin d'œil à Serment d'Axe, c'est que je le trouve bien modeste, puisqu'à un moment, une des personnes que je cite qui est, qui est sortie du complotisme, parce que je suis allé rencontrer des anciens complotistes, dont des youtubeurs que vous connaissez très bien, et eux qui sont nommés, donc pas besoin de deviner qui c'est, qui ont, qui a la sortie du complotisme, ça vient de soi, c'est un déclic. On ne sait pas trop d'où il vient. Bon. Et ce déclic, il l'a eu en regardant le débat d'Asserment d'Axe avec Jacques Grimaud, où là, il s'est dit, voilà, ça a été le premier déclic, et de là, il a déconstruit tout. Après, c'est un château de cartes, ce qui explique les gens qui sont sortis du complotisme, c'est ça. Une fois qu'ils ont déconstruit leur première, il y a tout qui s'écroule. Et donc, vous retrouverez un peu un passage que je pense que vous connaissez bien. Oui, voilà, donc, ça fait plaisir aussi de se rendre compte que le travail qu'on fait depuis 10 ans, par petits bouts, il aide. On le retrouve dans le parcours des gens. Et ça me rappelle un peu ce qu'a dit une des chercheuses dans le dernier live qu'on a fait sur les expertises en santé. Qui a dit il y a le sens de l'impossible qu'il faut développer, c'est que on croit des gens jusqu'à ce qu'à un moment donné on se rende compte, mais en fait c'est pas possible. Et donc cultiver ce déclic, de dire mais là en fait ça marche plus, et comme ça, hop, on va examiner ce qu'on croyait auparavant, ce sens de l'impossible. Bah, en fait c'est ce que tu décris, c'est que c'est le déclic de ah ben en fait non, Oui. je peux plus croire à ça quoi. Et bah c'est pour ça que ça reste utile de s'intéresser à des sujets qui ne sont pas les sujets les plus chauds, les plus dans l'actualité, mais les sujets connexes, des croyances un petit peu qui paraissent bizarres. Mais si les gens y croient, il y a des raisons. Mmh. Et quand ces raisons, bah, on met le doigt dessus et qu'on explique aux gens comment ils sont arrivés à croire ça pour de mauvaises raisons, ça peut les aider à avoir ce sens de l'impossible. Ah, ben, en fait, non, finalement, euh, l'ensemble de ce que je croyais dans tout ce domaine-là, ça ne tenait pas. Et donc, on a besoin d'avoir des gens qui font de la vulgarisation, parce qu'il faut des connaissances, il faut du journalisme, et puis il faut du débunkage, il faut tout ça. Et il faut sans doute des livres qui humanisent tout ça. Donc, bravo pour le livre. Non, bah, c'est très gentil. Puis merci beaucoup de m'avoir invité à cette chaîne que je connais très bien. Bon, et tu reviens quand tu veux. À bientôt, monsieur Elliot Wax. À bientôt.